Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va attendre encore un petit peu. Il y a des gens qui sont en train de se connecter. Et puis on démarrera. On est encore en 1 ou 2 minutes. Alors je pense qu'on peut démarrer. Si les gens se connectent en cours de route, on va pouvoir y aller. Donc bonjour et bienvenue donc à ce webinaire sur comment optimiser les performances de vos produits avec les solutions anti-friction. Alors en termes de fonctionnement sur ce webinaire, on va avoir donc une présentation et puis on aura une session de questions à la fin de la présentation. On devrait avoir une dizaine de minutes de questions. Donc, ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à soumettre directement vos questions quand vous en avez dans le chat sur votre droite pendant la présentation. Nous reviendrons donc dessus à la fin de notre session. Et en fait, si par contre vous avez une question spécifique sur une diapo en particulier, n'hésitez pas à noter, elles sont numérotées en général, donc ça peut faciliter le retour après si vous voulez revoir des données en particulier. Voilà. Donc en fait, ce webinaire est présenté donc par 3 ingénieurs d'application, donc Florian Bonnevet, Alexandre Ricol et moi-même. Donc nous sommes en fait l'interface technique pour nos clients. Florian est particulièrement en contact avec nos clients du secteur automobile. Alexandre a beaucoup de contacts avec les applications industrielles et pour ma part, je suis plus orientée sur le segment aéronautique. Donc voilà, donc on a tous une couleur un peu particulière, ce qui nous empêche pas quand même d'interférer sur les autres secteurs, mais on va dire qu'on est on a un petit peu une spécialité chacun. Donc on passe tout de suite à la. Alors, pour ça, je passe la parole à mon collègue Florian qui va démarrer avec la tribologie. Merci Sandrine. Du coup, je vais commencer par ouvrir les votes. Donc vous devez le voir sur votre droite, un sondage qui vient d'apparaître avec une question. Donc la suivante, savez-vous ce qu'est la tribologie? Donc, vous avez une petite minute pour répondre à cette question. Et normalement, du coup, les réponses devraient apparaître très prochainement. Ok, donc on a 6 réponses pour oui et le reste des non-réponses. Donc intéressant de savoir déjà que certaines personnes savent ce qu'est la tribologie. Et nous allons nous voir plus en détail pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc tout d'abord, la tribologie tire son origine du grec, donc tribo pour frottement et logia pour science. Donc en fait, basiquement, c'est la science du frottement. Et la tribologie fait partie intégrante de notre vie au quotidien.
dès lors que deux surfaces qui sont en contact sont en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre. Donc on va prendre des exemples avec les images qu'on a sous les yeux, où dans les milieux naturels, on a la tribologie, par exemple dans le corps humain, où toutes nos articulations sont autolubrifiées par la synovie. Également dans le monde animal, avec les insectes ou les reptiles comme le gecko, qui pour se déplacer ont recours à une forte adhésion ou une adhérence au niveau de leurs pattes et de leurs membres. Et également après dans des milieux artificiels, donc par exemple comme les pneus de nos voitures ou de nos véhicules, qui sur route sèche ont une fonction de sécurité et d'adhérence avec le revêtement. A contrario, lorsqu'il y a de la pluie ou de l'eau, on a des risques d'aquaplaning avec un film qui se crée entre le pneu et la route. Et après, on retrouve également la tribologie dans d'autres applications, comme par exemple les chaînes de vélo ou les charnières de porte, où là, on ajoute généralement un moyen de lubrification, que ce soit une huile, la graisse ou un dégrippant, qui permettent d'améliorer le mouvement et le glissement du système. Et également dans le milieu du divertissement ou du sport, où là, par exemple, pour le ski, on retrouve du coup de la tribologie. On a un film d'eau très fin qui se forme entre la semelle de nos skis et la neige par friction, ce qui nous permet de favoriser la glisse. Également pour le patin à glace ou encore pour les systèmes de freinage, où là, au contraire, on recherche une friction très élevée pour freiner le véhicule ou le système. Mais revenons d'abord à l'origine de la tribologie, qui est très ancienne et qui a été découverte environ 2400 ans avant Jésus-Christ, à l'époque à laquelle on peut appeler les premiers scientifiques égyptiens, si je puis dire, qui avaient recours du coup à l'utilisation et à l'ajout de lubrifiants. Donc à l'époque, c'était généralement de l'eau, de la boue, de l'huile ou de la graisse animale pour pouvoir déplacer des charges lourdes. Et comme on a l'exemple ici du transport d'une statue égyptienne, où l'ajout de lubrifiant permet de réduire la force nécessaire au transport de ce colosse. Mais académiquement parlant, comment définit-on la tribologie? Donc la définition la plus simple et qu'on a vue dans les slides précédents, la tribologie, c'est la science qui étudie le frottement, l'usure et la lubrification dans les systèmes. Une définition un peu plus complète, la tribologie, c'est la science qui étudie deux surfaces qui sont en contact, donc en interaction, et qui sont en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre. Et pour finir, donc la tribologie, c'est une science qui a une approche multidisciplinaire et relativement complexe, car pour étudier un système tribologique, on a besoin de la collaboration de différentes matières, comme la collaboration du génie mécanique, de la science et génie des matériaux, de la chimie, de la physique, des mathématiques évidemment, et de l'informatique. Et on a d'autres notions qui sont également très importantes pour étudier les systèmes tribologiques, qui sont l'ingénierie des surfaces, la lubrification, la tribochimie, la prévention anti-corrosion, également le management des connaissances, etc. Donc voilà, c'est vraiment une science qui est très complexe et multidisciplinaire. Également, c'est une science qui est empirique, à savoir que pour vérifier la partie théorique, nous avons besoin d'expérimentation et d'essais à l'échelle laboratoire ou à l'échelle industrielle. Donc après avoir fait une courte introduction sur ce qu'était la tribologie, nous allons vous présenter donc notre société, donc GGB, et également le groupe auquel nous faisons partie. Et dans les prochaines diapos, nous allons également voir les solutions de tribologie que nous avons développées et imaginées pour l'industrie de demain. Donc tout d'abord, voici un historique présentant notre entreprise avec quelques dates clés. Donc tout d'abord, en 1899, il y a eu la création de l'entreprise Glacier Anti-Friction Metal Company. Quelques années plus tard, cette société a démarré la production de ce qu'on appelle les paliers lisses ou les coussinets. Et en 1956, le DU, donc notre premier palier en métal polymère, a été lancé par la SIC, donc la Société industrielle du coussinet, qui est donc voilà le premier palier en métal polymère. Et 9 ans plus tard, nous avons le lancement du palier DX, également breveté par notre entreprise.
Ensuite, en 1978, on retrouve le lancement du premier palier à enroulement filamentaire, donc le Garmax, qui est une autre technologie de coussinet. Ensuite, nous retrouvons les EP, donc c'est des produits qui font partie de notre gamme thermoplastique. Et en 2004, donc, nous avons eu entre-temps différents noms, hein, comme entre 1899 et aujourd'hui, comme Glacier, comme la SIC, mais depuis 2004, nous sommes devenus GGB. GGB pour Glacier Gerlock Bearing. Et enfin, donc plus récemment en 2019, nous avons lancé une nouvelle gamme de produits, une nouvelle gamme de solutions, qui est le revêtement polymère anti-friction, et que nous verrons plus en détail dans les diapositives suivantes. Au niveau du groupe, donc GGB fait partie du groupe Enpro, qui regroupe un ensemble de fabricants de produits haute performance, utilisés parfois dans des environnements plus ou moins extrêmes. Enpro, donc le groupe Enpro, l'entité Enpro, dispose de sites de R&D, de production un petit peu partout dans le monde. Avec comme spécificité dans les technologies d'étanchéité, nous retrouvons Garlock, Stemco ou Technetics. Pour les technologies de surface avancée, nous avons Lintec, Aluxa et toujours Technetics pour la partie semi-conducteur. Et GGB, nous sommes spécialisés dans le génie des matériaux et dans la tribologie. Et c'est grâce à ce regroupement de technologies et de connaissances scientifiques qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de développer des matériaux et des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, comme nous pouvons le voir dans ce slide, nous avons une présence mondiale à GGB. Nous avons des sites de production et de R&D qui se situent notamment donc, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Slovaquie, également en Asie, donc en Chine, et également au Brésil. Et en plus de ça, nous avons des agences commerciales donc, qui sont en charge du support de vente et également du support technique client, situés en Autriche, en Angleterre ou encore en Inde. Aujourd'hui, nous représentons plus de 900 employés dans le monde, tous au service d'un très grand panel de clients qui sont variés dans les domaines de l'automobile, de l'industrie et de l'aéronautique. Nous possédons différentes certifications et normes, telles que les normes ISO-TF, AS, IATF, ROHS et bien d'autres encore. Et je laisse désormais la parole à Sandrine qui va vous présenter notre gamme de produits. Merci Florian pour cette introduction sur GGB et sur la tribologie notamment. Alors, donc les solutions pour l'ingénierie des surfaces. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 115 ans, en fait, comme vous avez pu le voir sur la frise historique présentée par Florian, on fournit des solutions pour réduire en fait le frottement dans différentes applications et optimiser justement les conceptions des produits au travers de différentes technologies innovantes. Nous avons donc une large sélection de produits appropriés à répondre aux besoins les plus demandeurs des applications de nos clients, notamment en termes d'ingénierie des surfaces. Et donc, vous voyez sur la droite de cette diapo, en fait, les différentes familles de produits que nous avons développés au fur et à mesure du temps. Donc, la première famille, les métalpolymères, donc qui sont typiquement en fait des polymères qu'on imprègne directement dans ce qu'on appelle un réseau de bronze poreux que l'on va venir friter directement sur un substrat aluminium. Sur un substrat métallique, pardon. Et ensuite, on va pouvoir, cette matière que l'on crée, en fait, puisqu'on crée notre propre matériau, on va pouvoir après la mettre en forme, soit faire des découpes de pièces, soit effectivement faire du roll forming pour former des bagues. On a aussi donc une deuxième famille de matériaux, enfin de produits qu'on a développés qui est exclusivement en polymères thermoplastiques, qui sont des polymères techniques. Ici, on va être sur des technologies plus de moulage par injection. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte qu'on a des formes un peu plus exotiques que juste de la bague cylindrique ou à collerette. Une troisième famille qu'on a développée aussi au fur et à mesure du temps, ici, ce sont des produits composites renforcés qui se réalisent par enroulement filamentaire en termes de process. Donc l'enroulement filamentaire, pour vous donner une illustration, c'est comme une bobine de fil en couture, c'est-à-dire qu'on a un mandral sur lequel on va venir enrouler des fibres imprégnées de résine époxy avec des charges de renfort. Donc on va avoir une première formulation chimique
pour la partie liner, donc ce qu'on appelle la partie anti-friction qui va être sur l'intérieur, par exemple, sur les exemples qu'on voit ici présents. Donc l'intérieur noir qui est le revêtement anti-friction. Et puis on va faire une deuxième couche d'enroulement avec des fibres imprégnées différemment et notamment renforcées en fibre de verre pour pouvoir donner une rigidité, enfin une certaine résistance mécanique qui va permettre donc d'avoir quelque chose de solide. Et donc ces pièces, donc comme toute pièce composite, passent ensuite dans des fours de cuisson après pour conférer les propriétés mécaniques et physiques attendues sur le produit. Ensuite, la gamme des paliers métalliques et bimétalliques, bon, historiquement, ce sont aussi les plus connus. Souvent, ce sont des bases bronze avec des charges que l'on va venir ajouter. Alors, soit sous forme d'ensemble frité, ça va être intégré dans la masse, des charges type graphite, par exemple, pour donner un faible coefficient de frottement, ou ça peut être des plugs intégrés, comme vous voyez sur la bague à collerette, en fait, où on a des petits inserts blancs. Ces inserts blancs, en fait, ce sont juste des inserts de PTFE. Donc, on a différentes technologies, comme vous pouvez voir, différents types de matériaux qui sont propres à répondre à différents besoins. Et puis, fort donc de notre expertise justement en tribologie et justement sur les propriétés des polymères et de comment les mettre en forme, on a intégré une nouvelle famille de produits. On a développé des revêtements polymères pour les produits donc tribologiques dont je vais vous parler plus en détail ici maintenant. Donc en fait, nous avons aujourd'hui cette famille de revêtements polymères que l'on a appelé TriboShield, donc qui est notre gamme de revêtements standard. Et sur cette pyramide en fait des polymères, qui est une donnée de la littérature, vous voyez en fait la classification des différents types de polymères qui existent, polymères plastiques, sachant que en partant de la base de la pyramide, vous avez un peu les polymères les plus courants, comme typiquement le polypropylène que vous connaissez probablement, le polyéthylène aussi, qu'on utilise notamment pour tout ce qui est bouteilles en plastique. Et puis, plus on va monter dans la pyramide, plus on va arriver sur des polymères techniques, avec des performances bien particulières et qui vont être plus on est au bas de la pyramide, plus on va être sur des produits performants et bon marché, plus on va augmenter dans la pyramide, plus on va avoir des produits qui vont être avec des performances accrues et notamment aussi en termes de tenue thermique. Vous voyez aussi des échelles de température et aussi qui vont induire en parallèle une complexité de mise en œuvre un peu plus importante, évidemment. Donc, nos formulations de revêtement, donc notre gamme de produits qui est présentée sur la droite pour vous donner un aperçu. Donc, nous avons des TriboShield dans les différentes strates, donc qui utilisent différents types de polymères. Donc, nos formulations utilisent en fait ces polymères comme matrice de base à laquelle on va venir ajouter certains types de charges pour conférer certaines propriétés, que ce soit des propriétés anti-friction, des propriétés anti-usure. Donc ça, c'est notre savoir-faire en fait qu'on a développé et qui nous permet aujourd'hui donc de faire des formulations qu'on va pouvoir ensuite appliquer directement sur les pièces de nos clients. Donc quels sont les avantages ou en tout cas les caractéristiques de cette nouvelle gamme de produits que nous avons développée? Dans un premier temps, c'est un design simplifié avec moins de composants, évidemment, puisque là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir soit un roulement, on peut s'affranchir d'un roulement ou même d'un palier dans certains cas de figure quand on ne peut pas en mettre un, donc ça permet des gains de place, on va dire, un encombrement et de poids pour l'application. L'intérêt aussi sur certaines pièces, si on les revêtit intégralement, si on les revêt intégralement, ça va faire que on protège en même temps la pièce de tout ce qui est produit attaque chimique, voire attaque de corrosion. C'est particulièrement intéressant sur des pièces métalliques qui sont fortement sollicitées. Donc ça, c'est en fait une conséquence plutôt positive de ce revêtement. L'intérêt aussi sur certaines applications, c'est qu'en mettant un revêtement tribologique, en fait, comme on les développe pour qu'ils aient une faible friction ou un très bon glissement, on va justement pouvoir s'affranchir dans certaines applications de l'utilisation de lubrifiants. On va par exemple ne plus avoir besoin de mettre de l'huile ou certains types de graisse.
Et ça peut être intéressant parce que souvent on ne maîtrise pas où va la graisse ou où va l'huile dans le système, enfin surtout pour les systèmes graissés, et des fois on peut se retrouver avec un système qui ne fonctionne plus parce que la graisse est sortie de la zone de contact ou de la zone de frottement, et du coup le système n'est pas complètement maîtrisé en termes de performance. Évidemment, dans notre travail, on va sélectionner une formulation de revêtement en fonction donc des attendus en termes de performance, en termes de tenue, en termes d'exigence du client. Et ce qui est intéressant, donc je vous ai présenté, on avait une liste de gammes standards, mais on est aussi capable, comme on a des ingénieurs chimistes qui font les formulations de ces revêtements, de customiser en fait certaines formulations standards pour répondre à un besoin spécifique. Donc comme on fait un gâteau, on a notre petite recette de cuisine avec nos ingrédients et on est capable par exemple d'enlever un certain type de charge ou d'en mettre un autre, ou de jouer sur les quantités de charge qu'on va mettre dans notre formulation. Voilà. Et donc le dernier avantage, c'est qu'en passant sur des revêtements que l'on peut appliquer par différentes méthodologies, que ce soit du spray ou trempé, on a une liberté de design absolue et on peut le mettre sur quasiment tout type de substrat. Alors tous les substrats métalliques, on arrive à appliquer nos revêtements sur de l'acier, de l'inox, du titane, de l'alu. On peut même l'appliquer sur certains types de composites, de pièces composites. Donc en fait, on a quand même un large panel en termes de surface qui devient possible. Pardon. Et donc, non content d'avoir développé ces revêtements, on a développé aussi le concept qu'on appelle Tribomates, qui vient en fait de l'appairage de deux solutions tribologiques. Donc en fait, c'est très simple. Dans l'idée, la tribologie, en fait, souvent travaille sur une seule des deux surfaces, entre les deux pièces qui sont en contact, puisqu'elles sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, et c'est la friction entre ces deux pièces et l'usure entre ces deux pièces qui pose problème. Là, on s'est dit, si on joue un peu, on met des revêtements sur les deux surfaces, on va pouvoir optimiser notre système en augmentant notamment la compatibilité des surfaces, puisque on va avoir des polymères ou des interactions entre matériaux qui vont être plus favorables que d'autres, évidemment. On va favoriser ce qu'on appelle la formation d'un film de transfert qui est nécessaire justement au bon glissement d'une pièce par rapport à l'autre. Et donc, on va favoriser donc non seulement sa formation, mais sa durabilité pour qu'il tienne dans le temps. Et le fait aussi de faire ce concept d'appairage, de revêtement lubrifiant solide, c'est qu'on va, dans certains cas, comme je vous l'ai un peu déjà dit, fonctionner à sec, mais on a aussi des solutions qui marchent très bien dans des systèmes où de toute façon le client a besoin de garder le système de lubrification, comme par exemple dans une pompe. On peut aussi fonctionner en lubrifié. Donc ces revêtements appairés nous permettent justement d'accroître les performances de nos systèmes grâce donc à un couplage tribologique beaucoup plus efficace des deux surfaces en mouvement, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, quand je parle d'appairage, ça peut être revêtement versus revêtement, mais ça peut être aussi un revêtement qu'on va mettre face à un palier anti-friction qui est déjà dans un système existant. Enfin, on a fait beaucoup de tests et on a beaucoup de données en fait aujourd'hui qui montrent qu'on a des systèmes qui fonctionnent très bien. On a notamment réussi à obtenir une friction particulièrement stable et très inférieure à ce qu'on avait au préalable. Vous le verrez dans une application qui vous sera présentée un peu plus tard dans cette présentation. Et on prolonge donc la durée de vie, ce qui est intéressant pour les clients. On réduit aussi parfois les besoins en termes de maintenance. Donc on a une meilleure fiabilité en fait du système en termes de fonctionnement. Donc on fait gagner du temps et de l'argent aux clients. On a aussi gagné, grâce à ce système d'appairage sur certaines applications, réduit les phénomènes de ce qu'on appelle de stick slip. Alors le stick slip, c'est entre le moment où les deux surfaces vont se mettre en mouvement l'une par rapport à l'autre. Au démarrage, on a un certain coefficient de frottement on appelle le coefficient de frottement de friction statique. Donc il faut dépasser un certain effort pour pouvoir mettre en mouvement les deux pièces. Donc c'est entre le moment où les pièces ne bougent plus parce que l'effort n'est pas suffisant, et quand on dépasse ce mouvement, les deux pièces se mettent en mouvement et ça se met à glisser. Et par contre, sur des applications où on a souvent du start and stop,
donc des applications, on va avoir des mouvements intermittents, on a souvent un problème avec ce phénomène de stick slip, puisque c'est des frottements qui sont généralement assez importants. Et ça génère aussi parfois des problématiques en termes de vibration qu'on peut aussi résoudre. Donc voilà pour les concepts de Trimomate. Et comme vous avez compris, donc l'intérêt de notre développement, c'est justement d'assurer une meilleure maîtrise des systèmes. Et de ce point de vue-là, je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre qui vous a expliqué la logique de GGB par rapport à ça. Bonjour à tous et merci Sandrine pour cette présentation de nos solutions. Donc si on a conclu la présentation des solutions par les revêtements tribologiques, c'est parce qu'ils s'inscrivent dans la stratégie et dans la vision de GGB. Alors cette vision, quelle est-elle? Pour la comprendre, il faut déjà savoir quel est le cœur de métier de GGB. Donc comme vous l'avez compris, notre cœur de métier, c'est de fournir des bagues, des rondelles, des plaques de glissement dans divers matériaux, des matériaux de haute performance. Et cette expérience nous a permis d'acquérir de nombreuses connaissances dans la science des matériaux et plus spécifiquement dans la science des polymères, dans la tribologie, dans le design afin de s'adapter, d'adapter nos formes, nos tolérances aux applications de nos clients. Mais ça nous a également permis de mieux connaître les applications de nos clients. Comme vous avez pu le voir, on a un panel de nombreux clients et afin de proposer des solutions adaptées, il est nécessaire de comprendre quels sont leurs besoins et de comprendre leur application. Donc ça, c'est notre cœur de métier, ça le restera, on fournira toujours ce type de produit. Néanmoins, on souhaite s'étendre, se diversifier vers ce qu'on appelle du solution engineering. Alors, pour comprendre ce terme, c'est en lien avec notre slogan qui est Surface Engineering for Reliable Tribology. En français, on pourrait le traduire par une ingénierie de surface au service d'une tribologie fiable. L'idée, ce n'est plus seulement d'être un fournisseur de produits, mais d'être un fournisseur de solutions. C'est-à-dire, le client arrive avec une problématique tribologique et nous la soumet et on travaille conjointement pour trouver une solution à cette problématique-là. Donc, ça nécessite tout simplement d'accéder à toutes les surfaces en frottement, qu'importe leur forme. Donc là, vous comprenez l'intérêt d'avoir des revêtements polymères qui peuvent être déposés sur des formes plus complexes et qui nous permettent de proposer des solutions autres que des bagues ou des rondelles. Alors, on a parlé de système tribologique, mais qu'est-ce que c'est qu'un système? On va le voir succinctement dans cette slide. Donc, on va tout d'abord se concentrer sur la partie centrale de la slide qui décrit les éléments et la structure du système. Donc, on a tout d'abord deux éléments de tribologie qui sont numérotés par les numéros 1 et 2. Globalement, c'est les deux surfaces qui sont ou non en contact. Elles sont séparées par une interface. Donc, cette interface, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut simplement être de l'air. Et tout ce système est inclus dans un environnement ambiant. Donc, quand on parle de système tribologique, on traite des données, des entrées opérationnelles, qui sont un mouvement, une charge, une vitesse, une température. Et ce qui est important, c'est d'avoir ces sorties fonctionnelles qui sont ce qu'on veut obtenir avec l'application, un mouvement, une force, etc. Et nous, la partie qui nous intéresse spécifiquement dans ces sorties fonctionnelles, ce sont les pertes de rendement qui se traduisent par de la dissipation. Clairement, c'est du coefficient de friction, c'est du frottement, ou bien des déchets, c'est de l'usure de nos matériaux. Et l'important pour pouvoir prédire, ou non pas prédire, mais contrôler et comprendre ces pertes de rendement, c'est de comprendre les interactions entre les 4 éléments précédemment décrits. Donc, vous comprenez que dans l'exemple du Tribomate, typiquement où on vient appairer deux surfaces qui sont connues par GGB, donc les numéros 1 et numéro 2, les éléments de tribologie, on comprend que si on maîtrise ces deux surfaces, on est capable de prédire de manière plus précise les pertes de rendement qu'on peut avoir dans l'application et de mieux s'adapter aux contraintes qu'on peut avoir sur nos applications. Donc voilà, c'est une présentation succincte de ce qu'est un tribosystème. Et donc, je vais laisser à nouveau la main à Sandrine pour la partie sur la conception de solutions, comment on travaille pour pouvoir concevoir des solutions pour nos clients. Donc, en fait, la conception de solutions. Excusez-moi, j'avais oublié d'activer mon micro.
Donc la conception de solutions, tout simplement, pour concevoir des solutions et aider nos clients, il va falloir qu'on comprenne leurs besoins. Donc pour comprendre le besoin d'un client, on va lui poser un certain nombre de questions qui va nous permettre d'établir le cahier des charges. Donc c'est assez classique. Les critères qui sont importants pour nous, déjà ça va être les conditions de fonctionnement opérationnel de l'application visée. Donc là, je vous ai donné des exemples types de cas d'études qu'on a eu avec des clients. Ça peut être la rotation, de l'oscillation, du mouvement linéaire, dans un environnement plus ou moins agressif, avec des températures qui peuvent monter plus ou moins haut, voire très très bas. Les performances attendues, effectivement, du système une fois en fonctionnement. Donc souvent, ça va s'établir en termes de durée de vie attendue ou de nombre de cycles réalisés. On a aussi souvent parfois des contraintes de design et d'encombrement. On va avoir des cas de figure où on va travailler sur quelque chose qui est déjà existant, pour lequel on doit apporter une solution parce que le système ne fonctionne pas correctement et le client veut l'améliorer, mais on a donc des choses qui sont déjà prédéfinies. Donc là, il faut s'adapter à ce qui est existant. Et si on est dans une phase de développement de nouveaux produits, on n'est plus sur une page blanche, j'ai envie de dire, ou sur un nouveau projet, effectivement, on va pas avoir les mêmes libertés et donc ça va avoir un impact non négligeable sur les choix ou en tout cas les propositions de solutions qu'on peut faire, comme vous en doutez. Ce qui est important aussi pour nous dans la définition de nos solutions, ça va être le processus de validation de cette solution. Si c'est quelque chose qui doit être déjà entre guillemets sur étagère, donc qui est déjà une solution éprouvée, ou si à l'inverse on a un projet de développement derrière, avec certains types d'essais, notamment aussi, il y a les aspects validation de la solution, par exemple, on a des cas où on doit faire un test d'endurance d'un certain nombre de kilomètres sur une certaine durée. Ça, c'est des choses qui peuvent se produire. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous en parlerai après, il y a des aspects sur qui valide la solution. Est-ce qu'on va le faire sur des bancs de tests en interne? Est-ce qu'on va le faire par un tiers? Ou est-ce que c'est le client qui va prendre la responsabilité de valider la solution sur ses propres moyens? Donc ça, ce sont des choses qui sont aussi importantes à connaître. Le planning donc de développement associé par rapport à ce que je viens de vous dire, effectivement, si on doit fournir une solution, notamment si on a besoin fournir des protos sous 3 semaines, c'est pas la même chose que pour un projet de développement où on va avoir par exemple 12 mois pour réfléchir sur la solution et ensuite l'industrialiser. Donc on a toujours des choses qui sont très variables et très différentes et qui vont aussi avoir un impact sur les solutions qu'on va pouvoir proposer, comme vous vous en doutez. Donc voilà, on a tous ces critères-là qui sont assez importants pour pouvoir proposer des solutions à nos clients. On a aussi parfois des aspects sur les procédés de fabrication. Petite parenthèse, moi j'ai eu le cas de figure par exemple où on a des procédés de fabrication qui ne sont pas autorisés par rapport après au process de fabrication chez le client, comment il va intégrer sa pièce dans son système. Donc ça, des fois, c'est des choses qu'on a besoin de connaître aussi, parce que la pièce, si elle doit être par exemple sous des lasers et qu'elle n'a pas le droit d'être collée, ça va pas être les mêmes technologies qu'on va pouvoir proposer. Et à l'inverse, donc on a besoin de savoir effectivement des fois comment la pièce va être intégrée après chez le client dans son processus d'assemblage. Et donc, au-delà de ça, donc sur la partie validation de la solution, on peut aussi supporter le développement de la solution du client parce qu'on a également des moyens d'essai. Donc on va pouvoir aussi caractériser les solutions par rapport à ce besoin-là, sachant que ce sont des moyens d'essai qu'on utilise aussi de façon régulière pour le développement de nouveaux produits, puisqu'on a besoin de connaître un peu leur performance par rapport à d'autres. Donc on a des modèles testeurs, enfin c'est-à-dire des tribomètres qui sont des bancs de tests assez simplifiés. Et on a toute une gamme, vous voyez en haut à droite sur le graphe, en fait, c'est le type de charge, vitesse, conditions que l'on peut couvrir avec nos différents types de bancs. Donc on a tout ce panel de bancs de test avec différents modes de glissement, que ce soit de la rotation, de l'oscillation ou de la translation linéaire. Différentes géométries en termes de contact, ça peut être soit plat, plan-plan, soit du contact cylindrique bag axe. Vous avez des exemples de pion disque ou de bloc plat sur anneau. Donc on a vraiment tout un tas de géométries qui vont permettre d'avoir des résultats différents parce qu'on sait qu'en fait ces géométries et ces modes de glissement en fait peuvent donner des résultats assez différents, notamment en termes de friction et d'usure. Donc c'est important d'avoir différentes configurations pour pouvoir, on va dire, faire une fenêtre de performance globale sur un produit.
Donc tous nos bancs sont instrumentés de capteurs de force pour pouvoir remonter effectivement sur le calcul du coefficient de friction, de capteurs de déplacement pour mesurer justement l'usure en temps réel, et aussi de thermocouple pour contrôler effectivement la température du milieu sollicité. On peut faire des essais à sec, on peut aussi faire des essais en milieu lubrifié. Et donc on a tout un panel de charges et de vitesse qu'on peut réaliser. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des conditions types en termes de tests, donc des tests qui peuvent être à durée fixe, des tests de durée de vie où on va jusqu'à aller à la mort de l'échantillon, des tests de vieillissement accéléré, on a des tests aussi de type incrémentaux, ce qu'on appelle incrémentaux, c'est-à-dire qu'on va faire des étapes par exemple de 3 minutes à une certaine charge, puis on va augmenter la charge pendant 3 minutes, et on va faire des steps de 3 ou 5 minutes à différentes charges pour voir comment l'échantillon tient la charge et comment le coefficient de frottement évolue en fonction de cette charge. On peut avoir la même chose en incrémental, mais en termes de vitesse. Voilà, alors pour vous donner un ordre d'idée global, la durée de test standard la plus courte qu'on fait chez nous, c'est 6 minutes, et on peut avoir des tests qui durent jusqu'à 1 semaine. Alors sur des tests de durée de vie, au-delà d'une semaine en général, on arrête le test parce qu'on a besoin souvent du banc. Et donc, si un échantillon tient déjà 1 semaine en continu, c'est quand même qu'il est relativement performant. Et donc, on a des conditions de test standard, on a aussi la possibilité de faire des tests avec des conditions spécifiques ou qui se rapprochent fortement de l'application du client. Un autre petit graphe que je vous ai présenté sur cette planche, c'est les graphes des données en sortie qu'on obtient sur nos tests. C'est un cas typique. Donc vous avez les courbes. Donc ici l'usure en rose avec son évolution. Donc c'est un test de durée de vie. Vous avez la distance parcourue en abscisse et les mesures des différents paramètres en ordonnée. Vous avez le coefficient de frottement en orange et puis la température en vert. Et puis vous voyez aussi par exemple, on corrèle aussi avec l'état d'avancement de l'échantillon. Notamment au tout début du test où vous avez une phase, on va dire, de rodage, vous avez par exemple encore pas mal de revêtement. Le revêtement est en orange sur la micrographie de votre échantillon. Et vous avez votre contreface qui est grise et qui n'est absolument pas touchée par le système. Après, quand vous rentrez en phase opérationnelle, là où vous allez avoir une certaine stabilisation de votre coefficient de frottement et de votre niveau d'usure, en fait, vous avez sur la deuxième image de l'échantillon, je ne sais pas si vous la voyez, l'image du milieu, que en fait, vous avez eu un transfert du polymère sur la contreface. C'est cette petite marque orange que vous voyez. Et en fait, c'est ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, vous avez un bon glissement entre la pièce et la contreface, et aussi une usure qui est relativement stable. Et puis au fur et à mesure du temps, ce film de transfert va devoir se renouveler, va s'étailler, et puis au bout d'un moment, on va quand même user de plus en plus le matériau, et on va arriver à un moment donné où on va atteindre une limite, et c'est là où on va avoir un coefficient de frottement qui va devenir un peu plus erratique, un peu plus aléatoire, et une usure qui va commencer à augmenter de façon rapide, pour ne pas dire exponentielle. Et là, on sait qu'on est en train d'attaquer la phase de rupture, en fait, ou de défaillance. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de produire, et de comment cela peut s'inscrire dans le soutien au développement des solutions de nos clients. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je vais repasser la parole à mon collègue Florian qui va vous donner plus d'informations sur justement quelles sont les autres prestations qu'on produit au-delà du développement de l'accompagnement des développements de produits. Et merci de votre participation. Merci Sandrine. Donc en effet, on a différentes prestations d'expertise, comme par exemple l'analyse d'usure et l'analyse aussi des modes de défaillance. Donc comme l'a expliqué Sandrine, c'est vraiment primordial d'associer et l'étude expérimentale et également l'analyse des surfaces afin de comprendre et de résoudre les problèmes ou les phénomènes et comportements tribologiques qu'on observe dans les systèmes. L'une des forces que l'on a aujourd'hui chez GGB, c'est qu'on on peut associer l'analyse des systèmes avec notre vision industrielle de l'application. Donc, on n'est pas seulement à l'échelle laboratoire, mais également on a la vision de l'application dans le monde réel, si je puis dire. Donc, comme on peut le voir sur les photos à gauche, il arrive qu'on ait des systèmes endommagés, que ce soit nos paliers, nos coussinets, nos surfaces anti-friction, mais également les contrefaces, donc par exemple les arbres ou les surfaces en contact.
et que nous devions du coup étudier l'ensemble du tribosystème. Donc pour cela, ça passe par l'identification de la défaillance, jusqu'à ensuite la recommandation de solutions et de pistes d'amélioration pour nos clients. Donc pour cela, on utilise une corrélation entre 3 domaines d'expertise et d'analyse. Donc la première, c'est notre expertise technique, pour laquelle on identifie les phénomènes par l'observation. On émet ensuite des hypothèses sur l'origine du mode de défaillance. On combine ensuite avec une analyse scientifique. Pour cela, il est nécessaire de collecter toutes les données et les informations sur les conditions d'opération, les conditions d'utilisation du système dans l'application, mais également lors de nos essais. Et on combine cela donc avec des observations visuelles, donc à l'œil nu, mais également à l'échelle microscopique. Donc on a des microscopiques optiques, également au MEB, donc microscope électronique à balayage. On a également recours à des microsections, donc comme on peut voir sur l'image en bas à droite. Donc on peut faire des coupes microsections pour étudier vraiment les différentes couches de nos matériaux qui sont des composites. Et également, on est équipé de microscopes 3D pour étudier la pièce endommagée et sa surface, voilà, dans différents niveaux de couches. Ensuite, on peut combiner avec l'expertise tribologique, donc comme l'a présenté Sandrine dans le diapo précédent. On est capable de reproduire sur nos bancs d'essai certains modes de défaillance très spécifiques, et ensuite de faire des corrélations entre les essais tribologiques à l'échelle laboratoire et à l'échelle, on va dire à taille réelle, chez nos clients. Ces 3 du coup, domaines d'expertise nous permettent de confirmer les modes de défaillance sur les systèmes endommagés, et ensuite de partager avec nos clients nos préconisations et nos recommandations sur l'utilisation, le montage, l'assemblage ou le dimensionnement de leur système, et également de proposer des solutions alternatives, donc que ce soit des nouveaux matériaux, des nouveaux produits, ou alors un changement dans le design, par exemple. Donc, quels sont nos cœurs de métier afin de mieux apporter notre support technique aux clients, et surtout de développer une approche collaborative avec nos clients. Tout d'abord, nous, on suit les projets du début à la fin. Le but, c'est vraiment d'aider et d'accompagner nos clients pour améliorer, que ce soit la rentabilité, mais surtout la performance et la durée de vie de leurs produits ou de leur système. Donc, notre approche est la suivante. On analyse tout d'abord le besoin et on comprend le besoin de nos clients. Ensuite, on s'appuie sur nos connaissances techniques et scientifiques, toujours avec cette approche multidisciplinaire, ce qui est notre méthode de travail pour permettre ensuite de proposer des solutions qui sont adaptées et qui répondent aux besoins du client. Enfin, comme par exemple aujourd'hui, on organise des webinaires ou des tech days qui sont customisés en fonction du secteur d'activité ou du type d'application. Donc on a fait par exemple des tech days qui sont spécifiques au système d'échappement, aux transmissions ou aux pompes. L'objectif, c'est d'apporter encore plus notre support technique pour nos clients et de partager notre expertise. Et du coup, cette approche globale nous permet d'accompagner et de soutenir au mieux nos clients dans leurs projets d'innovation et de développement, et ce, dès la phase, dès l'idée initiale et tout au long de la durée de vie du produit. Du coup, la notion de collaboration, c'est vraiment au cœur de notre identité. Et ce qui est important, c'est de collaborer étroitement et surtout au plus tôt, pendant la phase de conception et de développement, pour vraiment adapter nos solutions qui sont uniques à l'application. Le but, c'est vraiment d'assurer la rentabilité des projets, mais également, comme j'ai dit précédemment, d'augmenter et d'améliorer la performance en friction, de réduire les pertes énergétiques ou de matière. Tout ça dans le but d'améliorer la durée de vie. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la solution qui soit la plus adaptée, la plus efficace, avec une performance fiable. Et on va illustrer un exemple de système maintenant avec les solénoïdes. Et je laisse la parole à Alexandre qui va vous présenter cela.
Donc voilà, lorsqu'on a préparé ce webinaire, on s'est dit que c'était bien de conclure en illustrant notre propos par une application. On a choisi le solénoïde tout simplement parce que c'est une application qu'on peut retrouver dans de nombreux secteurs d'activité, dans de nombreux produits, et qui d'un point de vue tribologique est relativement simple à comprendre, mais néanmoins, il y a des challenges à relever qui sont intéressants. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un solénoïde? Un solénoïde, c'est un dispositif qui est constitué d'un fil de cuivre enroulé de façon hélicoïdale, de façon à former une bobine. Et ce fil de cuivre, lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, il génère en son cœur un champ magnétique. Et ce champ magnétique, à l'intérieur de cette bobine, il y a ce qu'on appelle un plongeur qui est constitué d'un matériau ferromagnétique sensible à ce champ magnétique et qui va donc se déplacer en fonction du champ magnétique émis. Donc, on comprend que la fonction d'un solénoïde, c'est tout simplement de déplacer, pousser ou tirer un composant avec peu d'effort sur une courte distance. Donc, on a dit qu'on pouvait le retrouver dans de multiples applications. On peut par exemple parler d'applications automobiles. Dans le démarreur, il y a un solénoïde qui permet, lorsque vous tournez la clé, de faire la transition entre le moteur électrique du démarreur et le moteur thermique de la voiture. Mais on a également ce type d'application, les solénoïdes dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle. C'est ce qu'on appelle des électrovannes. Donc là, l'idée, c'est via le déplacement du plongeur, c'est de laisser ou non passer un fluide dans l'application. Donc typiquement, laisser passer de l'eau dans le lave-vaisselle. Et donc dans ce cas-là, on parle d'électrovanne. Via un ordre électrique, on est capable de commander le passage du fluide dans l'application. Donc, pour comprendre comment fonctionne un solénoïde, on va s'intéresser au design. Donc, il y a autant de design que de fabricants de solénoïdes. Là, c'est un design qui est relativement simple. Il y a tout d'abord un logement dans lequel on inclut l'ensemble. La bobine de cuivre dont on a parlé, qui est enroulée de façon hélicoïdale. Le guide qui est positionné à l'intérieur de cette bobine et qui permet de guider le plongeur ferromagnétique qui va se déplacer selon le champ magnétique. Et enfin, un arbre qui est relié à ce plongeur. Et cet arbre-là, il est relié au reste du système et c'est dépendant de l'application. Dans le cas de l'électrovanne, typiquement, on peut imaginer que cet arbre laisse passer ou non le fluide en fonction de l'ordre électrique, de la commande électrique. Donc maintenant, quelles sont les opportunités anti-friction dans le solénoïde? Alors, en haut à gauche, on a une position 1. Donc, on va partir du principe que ce solénoïde est non proportionnel, c'est-à-dire il y a deux positions. Donc, la position 1, qui est la position initiale. Maintenant, le courant électrique va parcourir la bobine, on va générer le champ magnétique et le plongeur va se déplacer vers la position 2. Donc, on a eu un premier déplacement. Ce solénoïde peut à nouveau se déplacer vers la position 1. Donc, soit on utilise ce qu'on appelle un ressort de rappel. Lorsqu'il n'y a plus de courant dans l'application, le ressort de rappel va permettre le retour vers la position initiale. Ou bien on peut également imaginer qu'on inverse le sens du courant et donc on inverse la direction du déplacement du plongeur. Donc, lorsqu'on comprend le passage des positions 1 aux positions 2, on s'aperçoit qu'il y a deux zones de frottement principales que vous pouvez voir sur la partie basse de la slide, qui sont en vert. Tout d'abord, une zone de frottement entre l'arbre et le logement, mais également une zone de frottement entre le plongeur et le guide. Alors, pour s'intéresser à la valeur ajoutée que peut apporter GGB sur de telles applications, il faut déjà comprendre quels sont les besoins du client pour les solénoïdes, pour les fabricants et les utilisateurs. Donc, tout d'abord, le premier besoin, c'est limiter le stick slip. Le stick slip, comme l'a présenté Sandrine précédemment, c'est lorsqu'il y a une différence importante entre le coefficient de friction statique ou coefficient d'adhérence et le coefficient de friction dynamique. En d'autres termes, c'est lorsqu'il est beaucoup plus difficile de mettre en mouvement un objet qui est à l'arrêt plutôt que d'avoir le même mouvement sur cet objet lorsqu'il est déjà en mouvement. Ça, c'est un problème pour l'application, tout simplement parce que ça peut nécessiter plus d'énergie pour le mettre en mouvement. On peut avoir un temps de réponse plus lent ou tout simplement ne pas arriver à le mettre en mouvement. Donc, d'un point de vue répétabilité et contrôle, c'est mieux de diminuer le stick slip. Dans certaines applications, on a même recours à ce qu'on appelle le dithering. Alors, je n'ai pas le terme français, mais globalement, l'idée, c'est de toujours avoir une vibration ou un fin mouvement sur le plongeur pour éviter d'être à l'état statique et donc pour éviter le stick slip. Un autre besoin du client, c'est d'avoir une friction constante. Une friction qui est constante, c'est quelque chose qui est répétable, qui est contrôlable. On sait que le temps de réponse sera systématiquement le même, donc c'est important d'avoir quelque chose tout simplement qui est constant dans le temps. Une force de frottement faible pour diminuer la consommation d'énergie. Dans le cas d'un lave-vaisselle, ça ne va pas être significatif de diminuer l'énergie de l'électrovanne,
Mais on imagine que, par exemple, dans une voiture électrique dans laquelle on aurait beaucoup de solénoïdes, eh bien, chaque énergie qui est consommée par un solénoïde, c'est une énergie qui est consommée par la batterie, qui n'est peut-être pas disponible pour le reste du système. Donc, ça peut être important de diminuer la friction sur de telles applications. Et enfin, avoir une application qui est robuste. Le but, ce n'est pas de changer les solénoïdes régulièrement dans les applications. Donc, on peut imaginer deux solutions. Une solution qui est standard, que vous pouvez voir en haut à droite, avec simplement une bague entre l'arbre et le logement pour assurer les propriétés anti-friction à cet endroit-là. En ce qui concerne le plongeur et le guide, dans ces solutions standards, c'est huilé et il y a un traitement de surface sur le plongeur pour limiter l'usure. Donc, on comprend que l'huile permet d'apporter les propriétés de lubrification. Néanmoins, lorsqu'on est à l'état statique, ce film d'huile n'est pas bien généré entre les deux surfaces, donc ça peut, l'influence sur le coefficient de friction à l'état statique peut être assez faible. On peut également proposer une solution optimisée que vous voyez en bas à gauche, en bas à droite, pardon, donc qui correspond toujours à l'utilisation d'une bague entre l'arbre et le logement, mais en incorporant en addition une solution Tribomate. Donc, comme on l'a vu précédemment, Tribomate, c'est appairer deux produits GGB. Donc, dans ce cas-là, on parlera d'un coating sur le plongeur et d'un coating ou d'une bague sur le guide. Donc, quel est l'intérêt d'avoir cette solution optimisée? Alors là, vous avez des résultats d'essais qui ont été effectués sur un banc de test Block-on-Ring. Alors, ce n'est pas une configuration strictement équivalente au solénoïde, mais on retrouve un contact plan-plan et une alternance dans la direction du mouvement. On fait la rotation d'un côté, puis de l'autre, afin de représenter le mouvement d'un solénoïde. Donc, sur le diagramme, sur le diagramme de gauche, donc en noir, vous avez une solution standard qui correspond simplement à l'utilisation d'une bague. On est toujours dans des conditions huilées. On représente le contact entre le plongeur et le guide. Et en rouge, la solution Tribomate, donc, où on appaire deux produits GGB. On s'aperçoit que le coefficient de friction est beaucoup plus faible. En particulier, le coefficient de friction statique, on le réduit de 75%. Mais également l'amplitude entre le coefficient de friction statique et le coefficient de friction dynamique est diminuée. En d'autres termes, on réduit le stick slip de 66% dans ce cas-là. Sur la courbe de droite, c'est un essai toujours sur Block-on-Ring, mais en continu. Là, on parcourt simplement une distance de glissement importante pour voir la réaction du système lorsqu'il est soumis à ces conditions-là. En noir et en gris, c'est les courbes de coefficient de frottement et d'usure pour la solution standard. En rouge et en rose saumon, c'est le coefficient de frottement et la courbe d'usure pour la solution Tribomate. On peut s'apercevoir de plusieurs choses. On diminue le coefficient de frottement de manière significative avec la solution Tribomate. Il est également plus stable. Et enfin, on réduit l'usure du système en utilisant cette configuration Tribomate. Donc, si on doit se rappeler des choses importantes via ces résultats d'essai, réduction du coefficient statique, de friction statique, réduction du stick slip, réduction de l'usure et un coefficient de friction plus stable. Et si on se remémore précédemment les besoins du client, donc le but c'était de limiter le stick slip, on voit qu'on le réduit de 66% et on peut donc supprimer le dithering dans l'application du client. Vous savez, cette petite vibration du plongeur pour s'affranchir d'avoir un coefficient statique de friction dans l'application. On a également une friction qui est plus constante et une friction qui est plus faible. Donc, ce sont les attendus de la part de nos clients sur cette application. Et enfin, on a pu voir qu'on diminue l'usure de la solution. Donc, on améliore la robustesse du produit, qui était également un autre besoin de nos clients. Donc, pour conclure, l'idée, c'est de dire, voilà, si on s'intéresse vraiment à nos applications et aux applications de nos clients, qu'on s'incorpore plus spécifiquement dans les systèmes, afin de proposer des solutions tribologiques, on est capable de résoudre des besoins clients plus spécifiques et d'apporter une valeur ajoutée additionnelle à nos clients. Donc, on arrive au terme de cette présentation. Merci pour votre participation. Avec le temps qu'il nous reste, on va traiter les questions qu'il peut y avoir dans le chat. Donc, je vais ouvrir les questions. J'en vois une. Donc, vous proposez des polymères pour réduire les coefficients de friction. On peut avoir besoin de les augmenter pour les limiter les mouvements relatifs. Êtes-vous force de proposition pour des polymères qui augmenteraient les coefficients de friction? Alors, nous, notre cœur de métier, c'est
plutôt les solutions anti-friction, mais également le contrôle de la friction dans les applications. Vous avez pu le voir via l'utilisation du Tribomate. L'idée, c'était aussi d'avoir un coefficient de friction plus stable, donc mieux prédictible. Néanmoins, notre cœur de métier, c'est plutôt, via l'utilisation de nos formulations et de nos matériaux, de réduire et de limiter la friction dans les applications de nos clients. Et pour autant, si je peux rajouter, effectivement, je sais qu'on fait des essais parfois avec des partenaires qui font justement des joints d'étanchéité sur certaines applications. Voilà. Mais effectivement, non, on cherche plutôt au niveau des applications qu'on a à baisser le coefficient de frottement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne caractérise pas à l'inverse les coefficients de frottement élevés. Et comme disait Alexandre à juste titre, ce qui est souvent important aussi pour les clients, c'est aussi d'avoir un coefficient de frottement stable, en fait, enfin qu'on peut maîtriser et qui ne va pas y avoir des comportements un peu aléatoires. Oui, si je peux rajouter également de mon côté, d'un point de vue expérience, parfois, dans certaines applications, nos clients ne cherchent pas le coefficient le plus bas, mais plutôt le bon appairage entre par exemple la graisse et le matériau. Donc là, j'ai l'exemple d'une application graissée où le client ne cherche pas le coefficient le plus bas, mais vraiment le bon compromis entre graissage et mouvement. Donc voilà. Et souvent aussi, parfois, on a des demandes de valeur de coefficient de frottement dans une certaine fourchette, ou un certain coefficient à ne pas dépasser, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile à obtenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. On a quelques minutes. N'hésitez pas également à nous partager des exemples de systèmes. Si vous avez des exemples de systèmes en tête que vous souhaitez nous partager dans le chat, on peut également en discuter rapidement durant les quelques minutes qui nous restent. Si pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. On a une dernière question, je crois. Est-ce qu'on a des limites de matière et ou de qualité pour appliquer cette solution? Alors, quand vous parlez de solution, je ne sais pas si vous faites référence à une gamme de produits en particulier. Alors en limite de matière, non, on n'est pas. Enfin, sur les revêtements, on a différentes familles de produits, comme vous avez pu voir. On a toute une gamme aussi de revêtements. Donc, en termes de matière, on n'est pas nécessairement limité aujourd'hui. Si vous pouvez juste préciser la question, si c'est plus par rapport à une gamme de produits en particulier ou pas, ça permettra peut-être d'affiner la réponse. Et en termes de qualité de matière, ce qu'on peut avoir aussi sur certains cas de figure, ça va être des états de surface qui vont avoir leur importance aussi. Comme on est sur de l'ingénierie des surfaces, typiquement les états de surface en termes de rugosité notamment, c'est des choses qui sont, c'est des éléments qui peuvent avoir leur importance. En effet, oui, en aspect de surface, il y a l'aspect de rugosité, de dureté également, qui peuvent avoir un rôle très impactant dans le système tribologique.
Très bien. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci, nous vous souhaitons une bonne journée également.